Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast. Moi c'est Plax, je suis accompagné de mon cher Thiergo comme d'habitude. Comment vas-tu Thiergo en ce mois d'août? Un peu chaud. Ah bah, un peu chaud, non, ça va. Franchement, quand tu vois ce qu'on s'est tapé en juillet. Et moi, alors j'aurais dû dire de cet été alors. Ouais, un peu chaud. Parce que moi j'étais quand même bien content d'être en dehors de Paris pour la vague de canicule. J'étais en Bretagne, donc j'ai eu un temps agréable, même si on est monté jusqu'à 41. Bah t'étais en vacances encore, puisque de toute façon tous les deux podcasts, t'as 3 semaines de vacances environ. Exactement. Avec l'argent des viewers d'ailleurs. La convention collective des podcasteurs est incroyable. T'enregistres 2 podcasts, t'as droit à 3 semaines de vacances. C'est encore mieux que les contrôleurs aériens. Bon, alors on va parler du training camp, puisque ça y est, enfin la saison reprend, enfin il y a des infos, enfin il se passe quelque chose. On sort quand même d'un gros mois de rien, en fait, il s'est rien passé pendant le mois de juillet. C'est toujours le mois de juillet qui est le plus long, où il y a vraiment que dalle. Le dernier podcast, on vient de checker, c'était sur le mini-camp, il s'est rien passé entre temps. Donc là, le training camp, ça y est, ça démarre. Les premiers matchs vont avoir lieu en fin de semaine. Je crois que les Giants, leur premier match de pré-saison, il est lundi soir. Au moment où on enregistre ce podcast, on vient de terminer le premier entraînement équipé, full équipé, c'est-à-dire avec les épaulières. Et voilà, on va parler un peu de tout ce qu'on a pu voir, entendre, ce que les insiders ou les gens qui sont invités ou qui peuvent accéder aux tribunes ont pu remonter, puisque cette année, ça y est, le public a de nouveau le droit d'aller au bord du terrain, donc ça c'est cool, enfin dans des espèces de petites tribunes au bord du terrain. Donc voilà, on y va, on fait ça comme ça. Ouais, alors il y a quand même un truc, c'est quand tu dis il s'est rien passé, moi ça me vexe un peu parce que je me suis quand même donné un peu de mal pour faire un épisode hors série. On peut parler de ça. Il s'est rien passé dans le monde, dans la NFL. Mais non, toi, dans le monde de la NFL. Tu as profité pour faire quelque chose. Voilà. Non, mais on a essayé de meubler un peu, en effet, ce néant que tu as meublé sportif. avec brio d'ailleurs. J'espère que ça vous a plu. On en refera peut-être même avec toi, Plax. Je t'avais dit, il faudrait peut-être qu'on essaie de faire des trucs un peu interactifs sur l'histoire des Giants parce qu'il y a plein de choses à raconter. Mais bon, comme tu dis, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le training camp. Et aujourd'hui, en effet, les choses vraiment sérieuses ont commencé puisque maintenant, c'est full equipment et si je dis pas de bêtises, contact aussi. Donc, ils se plaquent pour de vrai. Oui. Quand t'as les épaulières, ça veut dire contact. Juste pour info, ce que tu évoquais, c'était bien sûr l'épisode hors série numéro 1 qui est sorti il y a 3 semaines et qui parle de la création des Giants, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Alors, premier entraînement, oui effectivement, on a eu la semaine passée 4 entraînements où ils avaient juste le casque et ils étaient en short, ils n'avaient pas les épaulières, et donc on frappe personne, évidemment on frappe pas le QB de toute façon à aucun entraînement puisqu'il y a le fameux maillot rouge dont Thiergo vous avait expliqué la signification sur le dernier podcast. Et d'ailleurs, il y a un truc nouveau que je crois il n'y avait pas l'année dernière, c'est le Guardian Caps. Tu sais, cette espèce Tout à fait. de trucs qu'ils mettent en mousse là au-dessus de la tête pour réduire les traumatismes crâniens ou les éventuels. J'ai mal traduit, les head trauma, ils disaient en anglais. Oui, c'est ça. Oui, mais bon, les chocs à la tête, quoi, on va dire. Donc des traumatismes crâniens. Oui, c'est vrai, oui, ok. Ouais, c'est en effet une nouveauté de cette intersaison. Ça a apparemment été décidé par la NFL en mars de cette année. Ah, c'est une obligation donc. Ouais, toutes les équipes ont ça. Toutes les équipes ont ça. Savais pas. Apparemment, ça réduit les risques de commotion de 10%. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dans un article. J'ai pas lu d'études sérieuses sur le sujet. Donc, c'est vrai que c'est un peu rigolo de les voir comme ça. Je sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Blake Martinez qui disait en fait, ça fait juste aucune différence, sauf quand quelqu'un se fout de votre gueule parce que vous avez l'air un peu con. Et donc en fait il n'y a que les joueurs de ligne, donc offensifs comme défensifs, et les linebackers qui portent ça, puisque les autres joueurs, donc receveurs, defensive back et quarterback et running back n'ont pas ça, puisqu'ils sont moins sujets à des chocs de casque que les autres. Alors moi la question que je me posais, c'est est-ce que c'est un peu lourd ce truc? Je pense pas. Tu sais, est-ce que ça joue un peu sur tes cervicales ou quoi? Non, ça a l'air d'être que de la mousse, franchement. Ouais. Je pense que c'est juste un revêtement en mousse que tu mets sur le casque. D'accord. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air un peu idiots avec ça. Ça fait pas très. Il y a aussi parfois, tu sais, ils ont une espèce de cagoule, enfin une calotte sur la tête quand c'est pour les différencier. Alors ça, généralement, c'est pour pendant les entraînements de special teams, parce qu'en special teams, comme tu as des joueurs de défense et d'attaque qui sont ensemble, c'est un moyen un peu de différencier par exemple la kicking team et la receiving team. Parce que je sais pas si pour ceux qui ont vu des vidéos, je pense que la plupart d'entre vous ont vu, les joueurs d'attaque jouent en bleu,
à l'exception du quarterback qui est en rouge, Mm. et les joueurs de défense jouent en blanc. Mais quand on fait un entraînement de kick-off par exemple, et que dans l'équipe de couverture, vous avez des joueurs de défense et des joueurs d'attaque, vous avez donc des joueurs en blanc et en bleu. Et donc pour un peu les différencier, alors je ne sais pas si c'est l'équipe qui envoie le coup de pied, enfin qui envoie le ballon, ou l'équipe qui la reçoit, qui porte ces espèces de calottes qui sont généralement jaune fluo ou autres, pour que on distingue un peu qui est dans quoi. Tu en sais des choses. Tiens, je suis impressionné, dis donc. Et d'ailleurs, parce que moi aussi je veux montrer que je sais des choses, la couleur du maillot, elle est tirée au sort normalement au début du training camp, ou peut-être avant le mini-camp d'ailleurs. C'est pas toujours la même chose. Parfois c'est l'attaque en blanc et parfois c'est voilà. Voilà. Moi aussi j'ai dit un truc intelligent. Alors sinon sur les infos générales, il n'y en a pas 10 000, quand même quelques joueurs qui se sont chauffés, mais bon, on a vu des petites échauffourées, mais voilà, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu de tour de terrain ni rien. Et puis tu voulais évoquer aussi les joueurs qui étaient sur la player. C'est quoi? C'est unable to practice physically unable to practice, qui est en fait donc la PUP, qui est donc on met sur la PUP list les joueurs qui sont blessés et qui sont encore en train de se remettre, et donc si alors j'ai pas revérifié les règles, avant j'étais incollable sur les règles de cette PUP, mais en gros l'équipe a jusqu'à la moitié du training camp, jusqu'à la moitié de la pré-saison pour décider si ils les activent dans le roster actif ou s'ils les maintiennent dans la PUP. S'ils les maintiennent dans la PUP, ils passent en injured reserve. Donc ils peuvent pas jouer la saison, en tout cas une partie de la saison. Si par contre ils sont activés de la PUP, là ils peuvent commencer à s'entraîner, à jouer, etc. Et en fait dans cette liste là, on a des joueurs qui ont eu des grosses blessures l'année dernière. On peut citer Sterling Shepard, Nick Gates, Matt Peart. Donc ces trois-là ont eu des blessures assez importantes l'année dernière. Deux absents qui sont quand même, c'est plutôt encourageant. Il n'y a ni Blake Martinez qui s'était fait quand même une méchante, il s'était fait les croisés, et Rodarius Williams aussi, il me semble qu'il s'était fait les croisés. Donc ces deux-là n'y sont pas. On a par contre le rookie tight end Daniel Bellinger. Alors non, il en est sorti juste avant le premier entraînement. Il y était effectivement avant, et en fait dès le premier entraînement ils ont vu qu'il y était pas, donc en fait il peut jouer. Par contre il y a un joueur qui est sur les blessures non liées au football. Voilà, Aziz Ojulari. Alors moi en tout cas dans ce que j'ai vu, j'ai pas trouvé comment est-ce qu'il... Alors je l'ai entendu dans un podcast, en fait il s'est blessé en poussant de la fonte. Qui l'eût cru? Il revient musclé comme un bœuf. En fait voilà, il a fini par se blesser à la salle de sport. Donc, ils ont dit que c'était rien de méchant. Non, il devrait revenir rapidement, mais bon, ça fait toujours chier, le mec revient, tu sens qu'il est chaud, qu'il s'est entraîné, qu'il s'est musclé, etc. Il est passé dans la salle du temps de Dragon Ball Z, et puis il arrive, et en fait, il s'est blessé. Donc bon, écoute, ça fait partie de toute façon des trucs, mais c'est vrai qu'Ojulari a bien performé l'an dernier, on aimerait bien qu'il soit sur le terrain. Voilà pour les infos générales de ce training camp. On va parler maintenant un peu de... Alors moi j'ai quelques infos et des trucs que j'ai pu lire et entendre et qui sont assez intéressantes, et je voulais un peu t'en parler et voir ce que toi tu pensais de ça. Déjà, première chose, c'est qu'il y a, je crois que c'est Justin Pennick qui est un des mecs de Talking Giants, qui disait que eux ils y sont tous les jours, ils sont pas payés ou quoi, je sais pas trop comment ils vivent d'ailleurs, mais je crois qu'ils arrivent plus ou moins à sortir un salaire juste avec leurs activités qu'ils font pour les Giants, mais ils sont pas officiellement journalistes ni rien, mais bon voilà, ils sont sur le bord du terrain tous les jours. Et il disait qu'il avait vu vachement de communication avant l'entraînement entre Mike Kafka, donc qui est notre coordinateur offensif, et Wink Martindale, qui est notre coordinateur défensif, et il disait que sur les 2 dernières années, il avait jamais vu pendant les entraînements Jason Garrett ou Patrick Graham communiquer comme ça. Et je trouve que c'est vachement bien, parce que même si effectivement ils sont chacun d'un côté du ballon, en fait ça permet de mieux préparer l'entraînement éventuellement, et mieux organiser, et faire en sorte que ton entraînement se passe bien. Il dit voilà, qu'est-ce que tu vas faire là, etc. D'ailleurs on entendait Martindale qui disait sur certaines vidéos, moi de toute façon j'envoie la cavalerie, tu sais très bien, machin. Enfin c'est assez drôle, hein. Il fait exprès un peu de jouer là-dessus. Il se chambre un peu. Mais du coup je trouve ça cool qu'ils puissent communiquer, et ça montre aussi peut-être une bonne synergie entre les différents coachs. Voilà, peut-être que c'est peut-être anodin, mais moi je trouvais ça intéressant de le remarquer. Ouais, non, c'est intéressant, et on l'a vu. Alors c'est les Giants qui sur leur chaîne YouTube font une mini-série, je crois qu'il s'appelle New Era, où en fait ils suivent un peu le front office et les coulisses des Giants depuis que Brian Daboll et Joe Shane ont rejoint l'équipe.
Et donc en effet, on voit ces interactions entre Mike Kafka et Martindale. Enfin, le truc c'est que j'ai pas envie de retomber dans le même piège qu'avec Joe Judge, parce que Joe Judge pour moi c'était un peu le premier coach sérieux qu'on avait depuis que Tom Coughlin nous avait quitté, parce qu'on a quand même eu deux guignols avant ça, et donc en fait tout ce que faisait Joe Judge était absolument merveilleux et c'était génial et on avait remporté le Super Bowl. Vous connaissez la suite. On n'était pas loin. Ça s'est joué à 10 victoires près, franchement. Donc voilà, donc en fait là ce qui se passe entre Kafka et Martindale, bah, c'est très bien, hein, je pense que ça peut être que positif. Et puis surtout moi ce que j'ai vu sur Kafka, bah, c'était Dabol qui avait fait des commentaires en disant que bah, c'était Kafka qui était en train d'appeler les jeux offensifs, qu'il le fait depuis les OTA, qui était très satisfait du boulot qu'il faisait. Donc on peut se demander si on va pas s'orienter sur ça. Bah, la pré-saison de toute manière va être aussi importante pour les joueurs que pour le coordinateur qui lui va avoir ses premières opportunités d'appeler un véritable match. Oui, il a confirmé qu'il appellerait les jeux aussi pendant la pré-saison, donc on verra comment ça va se finir. Mais bon, après, que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, je suis toujours toujours mieux que Jason Garrett. Ouais, non, mais je veux dire, j'ai plus envie que ce soit le coordinateur offensif. Ça permet, on l'avait déjà dit ça dans je sais plus quel podcast, mais ça permet au head coach de s'occuper un peu de tout, parce que quand il est vraiment trop focus sur l'attaque, bon voilà. Après, vu que notre gros problème ces derniers temps c'est vraiment l'attaque, ça me poserait pas spécialement de problème ici. Un autre truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a une conférence de presse, enfin il y en a tous les jours quasiment, à chaque entraînement, mais il y en a une où Joe Schoen est venu encore aux côtés de Brian Daboll, et ça c'est vrai que ça a été remarqué dans Giants Insider Podcast. Il disait c'est un grand changement par rapport à avant, puisque là on a un GM qui est aux côtés de son head coach. C'est lui qui l'a choisi, c'est son gars, le head coach, c'est le choix du GM. Là où les années précédentes, on avait Gettleman qui laissait complètement Shurmur ou Judge à leur propre sort, les défaites s'enchaînaient et Gettleman restait bien caché dans sa tour d'argent. Il envoyait son head coach au charbon et lui, on le voyait jamais. Donc là, ok, on n'est pas dans une période difficile où il faut absolument monter au créneau et venir soutenir son head coach, mais toujours est-il qu'il est là, qu'à chaque entraînement on le voit sur le bord du terrain, qu'il reste même après parfois, etc. Et des photos de lui qui traînent sur le terrain. Bon, peut-être qu'on préférait le voir dans son bureau que sur le terrain, mais en tout cas il est impliqué et je trouve ça vachement bien, notamment qu'il soit là pendant les conférences de presse pour supporter son head coach et répondre aux questions. C'est vraiment une différence de mentalité, une différence de génération, je trouve. Il se cache pas en fait, je pense, et on verra au moment où ça se passera mal, parce que ça peut tout à fait mal se passer, qu'il y ait des défaites, ce genre de choses, on enchaîne 3 défaites d'affilée, machin. Est-ce qu'il va rester planqué ou est-ce qu'il va sortir pour venir discuter un peu et pas nous faire une Gettleman à rester planqué? Là, ce sera intéressant. Mais en tout cas, c'était une remarque intéressante et je voulais la remonter. Ouais, non, tout à fait. Alors, il me semble pas que sous Coughlin et Jerry Reese faisait de conférences de presse avec Coughlin au moment du training camp, mais on voyait Jerry Reese qui traînait sur le terrain. Il était assez présent. Mais de toute manière, je pense que Coughlin, vu sa personnalité, il n'aurait pas forcément voulu d'un GM qui soit là pour lui voler un peu la vedette pendant le training camp, qui est son domaine. Après là, on est dans une approche différente parce que les deux sont nouveaux, ils sont là pour imposer leur style. C'est vachement positif en effet qu'ils montrent qu'ils travaillent de pair. Et d'ailleurs, c'était ce qu'avait dit Joe Schoen quand il voulait choisir son head coach. Il disait, moi, je veux un head coach qui soit vraiment, il disait, in a lockstep. Alors je ne saurais plus comment le traduire là sur l'instant, mais en gros, voilà, ils travaillent de pair ensemble. Oui, c'est ça. Et alors après, pendant la saison, quand ça se passe mal, ça me dérange pas tellement que le GM ne soit pas tout le temps à monter au créneau. Non, pas tout le temps. Mais de temps en temps, t'as besoin. Ouais, de temps en temps. Mais en fait, moi, en tout cas, depuis que je suis les Giants, j'ai surtout l'impression que les GM, alors j'ai remarqué ça que chez les Giants, j'ai jamais fait attention dans les autres équipes, mais que le GM, lui, généralement, ne va rien dire jusqu'à la bye week, et c'est à la bye week ou au milieu de saison, c'est au milieu de saison qu'il fait un peu le point en disant, ok, bon, voilà où on en est, voilà vers quoi on s'oriente, parce que le reste du temps,
temps, donc le temps court. Là, c'est plutôt un temps qui est maîtrisé par le head coach qui donc a plus d'interaction avec la presse. Mais en effet, ça va être intéressant de voir comment va se comporter ce tandem Shane-Daboll quand la saison va commencer et quand on va commencer à avoir un peu les fêtes, parce que faut pas non plus se faire d'illusions, hein. On a encore pas mal de lacunes dans cette équipe et on risque d'avoir des moments un peu difficiles. Ouais, je suis bien d'accord. Dernière remarque que je voulais faire sur ce côté coaching GM, c'est, tu l'as sûrement vu, tout le monde en a parlé, c'est Daboll qui a décidé, vous savez qu'il y a de la musique pendant les entraînements, et Daboll a décidé de passer des musiques de Kadarius Toney pendant l'entraînement, et je trouvais ça vachement cool, petit clin d'œil, ça lui permet de mettre en tout cas au moins Toney dans sa poche, mais également les autres joueurs, je pense, parce que tout le monde l'a remarqué plus ou moins, et ça s'est dit, ils en ont discuté. Je trouvais ça rigolo, voilà, il a dit à Toney, envoie-moi tes pistes, que j'écoute un peu ce que tu fais, et il a, enfin c'était pas une surprise, mais il a décidé dans la playlist de passer ça, donc voilà, je trouvais ça cool, c'était une bonne manière de gérer, de faire en sorte de se faire apprécier, et que le courant passe bien entre lui et ses joueurs. Et en fait, ouais, c'est pas mal du tout, et on a l'impression aussi que Kadarius Toney a l'air vraiment à l'aise pendant ce training camp, pas seulement pendant les entraînements eux-mêmes, mais avec les fans, ses interactions face aux caméras. Il faut juste pour rappeler, l'année précédente, quand il était rookie, il avait loupé pratiquement tout le training camp à cause du Covid, et puis une bonne partie de la saison. Et après, pendant cette intersaison, avant la draft, on a commencé à dire Kadarius Toney, en fait, il n'est pas à fond dans son truc, on ne sait pas vraiment si il est motivé, donc on a commencé à parler d'échanges. Et lui, il est arrivé, on lui a posé des questions sur ça, il dit non, mais moi je suis focus, je suis là pour faire mon boulot, et on pourra en reparler quand on va s'intéresser un peu plus près aux joueurs, mais en tout cas il a l'air d'être dans un bon état d'esprit jusqu'à présent. Tout à fait, écoute, vu que tu as commencé à parler de lui, je propose qu'on enchaîne, hein, puisque comme je l'avais dit sur un tweet que j'ai fait récemment, les deux qui sont le plus en vue pour l'instant, c'est lui et c'est Wan'Dale Robinson, et donc ça c'est vachement cool de dire ça, parce qu'on a quand même quelques problèmes de receveurs avec beaucoup de blessures sur les dernières saisons, et ça a été très compliqué, et de voir ces deux joueurs-là qui sont avec des profils assez similaires finalement. D'ailleurs c'était un peu la critique quand on a pris Wan'Dale Robinson deuxième tour, tout le monde disait mais on a déjà Toney, c'est la même chose machin, et en fait pour l'instant ce qu'on voit des jeux, c'est que c'est quand même intéressant, qu'il y a du jet sweep, qu'il y a des jeux un peu qui sortent du commun, des jeux un peu plus classiques, on n'hésite pas à les envoyer sur des tracés normaux aussi. On a vu une superbe réception de Toney sur le premier entraînement, sur une balle parfaitement lancée de Daniel Jones sur l'épaule extérieure pour un touchdown, où a priori là il y a une espèce d'effervescence où toute l'équipe est venue le féliciter, il y a même Leo Williams qui est venu le féliciter, machin, enfin c'était super cool, et ce qui revient c'est que tu parlais de Toney par rapport au coach et par rapport à son état d'esprit, et toute l'équipe aussi est derrière lui, et ça s'est ressenti, et il est vraiment vu comme le mec talentueux, quoi. Quand les mecs en parlent sur le bord du terrain, c'est ce qu'il disait dans je sais plus quel podcast, il disait que oui, c'est tout le monde sait que c'est un mec qui a vachement de talent, quoi. Donc, et on l'a vu son talent, hein. On l'a vu, il me semble que c'était en semaine 5 contre les Cowboys, il avait c'était énorme match. C'était absolument énorme. Donc maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est voir ça toutes les semaines, et de manière constante. Et j'espère que justement Daboll et Kafka vont trouver un bon moyen d'utiliser ces deux joueurs qui ont... Robinson, moi ça me fait encore un peu peur par rapport à sa taille, mais il a l'air de bien se débrouiller quand même. Mais en tout cas, ce qu'on a remarqué aussi pendant ce début de training camp, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements pré-snap, ce qu'on ne faisait absolument pas sous Jason Garrett, ou extrêmement peu. Et donc là, alors Daboll, on lui a posé la question, il a dit mais vous pensez pas que ça risque d'être un peu plus compliqué pour les joueurs? Il a dit oui, en effet c'est plus compliqué parce qu'ils doivent penser à retenir qu'ils commencent là, qu'ils doivent se mettre là, mais le but de ça aussi c'est de créer des mismatchs sur le terrain, de déstabiliser la défense. Et il y a des joueurs comme Leonard Williams qui ont dit en fait nous on entend les linebackers et les DB qui sont en train de communiquer parce qu'ils voient que ça bouge, et ça apporte un peu de confusion. Donc surtout avec des joueurs comme Toney et Wan'Dale Robinson qui sont des petits modèles, si on les compare par exemple à un Golladay, faire de la motion, leur faire des jet sweeps, des passes courtes dans le backfield, etc. Ça nous permet de les exploiter au mieux,
et de trouver justement des opportunités intéressantes pour l'attaque. Et donc là pour le moment ça a l'air de bien se passer pour eux, alors que par contre si on peut faire une transition vers Kenny Golladay et Darius Slayton, là c'est plus irrégulier. Bon, Slayton, on sait qu'il a les mains savonneuses une fois sur deux. Et Kenny Golladay a aussi fait quelques drops. Alors, moi j'ai lu qu'apparemment il a fait un drop d'une passe absolument parfaite de la part de Daniel Jones. Et il y a quelqu'un dans les tribunes qui a gueulé 78 millions de dollars, Golladay. Ah bah il mérite en même temps, c'est vrai qu'à ce prix-là, vaut mieux catcher les ballons. Et c'est vachement intéressant ce que tu dis sur les motions, parce que je l'ai noté aussi, c'était un truc que je voulais évoquer. Là, pour info, il y a eu un jeu aujourd'hui, là, puisque l'entraînement équipé s'est terminé là, au moment où on enregistre le podcast, où ils étaient alignés en wildcat, donc avec le running back qui se met à la place du QB, souvent le QB qui est aligné en tant qu'un receveur, etc. Gros switch total, là c'est plus qu'une motion, là c'est carrément la formation offensive qui change complètement, tout le monde bouge, tout le monde se décale, et on revient dans une formation plus classique, et derrière il y a un gros gain à la course de Saquon Barkley, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de changements, et tu l'as dit, c'est vraiment le but, hein. Il y en a plusieurs, il y a de faire en sorte que la défense s'y perde un peu, qu'ils n'arrivent plus à savoir qui doit marquer qui, etc. Alors s'ils sont en défense man, ça peut poser plus de problèmes, s'ils sont en défense zone, bon, généralement, tu as une zone, donc c'est peut-être un peu plus simple, mais en tout cas, ça demande forcément beaucoup d'ajustements, et ça permet aussi au quarterback de savoir et d'anticiper quelle va être la couverture, puisque une lecture toute simple, hein, c'est si un joueur traverse le terrain et que son corner traverse le terrain avec lui, en général, ça va être de la couverture homme à homme. Et également, n'oubliez pas, et ça on l'a vu sur Twitter il n'y a pas longtemps, quand Eli Manning expliquait certains jeux historiques où il disait ce qui se passait, eh bien on voit bien qu'il y a beaucoup d'ajustements à faire aussi de la part des receveurs, et c'est pas que le QB qui doit savoir les jeux, mais c'est aussi les receveurs qui doivent reconnaître la couverture. Et c'était Eli Manning, il expliquait ça, il disait voilà, là il y a ça, David Tyree sur ce jeu il reconnaît bien que c'est une nouvelle couverture de zone, donc il fait un tracé court, il s'arrête bien, voilà, donc ça montre vraiment que les receveurs doivent aussi vraiment comprendre ce qui se passe. Ce sont les option routes qu'on avait sous Kevin Gilbride. En effet, j'avais lu aussi que Kafka était en train d'implémenter ça dans l'attaque. C'est extrêmement important. Donc on a quand même l'impression qu'on s'oriente vers une attaque particulièrement complexe, et c'est peut-être justement ce qui explique les difficultés au global de l'escouade offensive à produire sur le terrain, parce que on s'intéressera un peu plus tard à la défense, mais il y a eu pas mal de turnovers. Alors bon, quand une passe parfaite est droppée, là c'est pas une question de schéma, c'est une question d'exécution. Mais c'est sûr que je crois que c'était Dabble qui, tu sais, on parle parfois du beatwriter, du journaliste Pat Leonard qui. Alors lui, putain, je le déteste ce con. Alors j'ai arrêté de le follow depuis longtemps. D'ailleurs, j'avais oublié son nom à un moment dans un podcast, j'avais dit, je l'ai unfollow, lui, je sais plus qui c'était, et il se fait allumer par tout le monde en fait. Et bah, il s'est fait un peu allumer par Brian Dabble qui est super sympathique, et on l'a vu dès le début, il était en train de déconner avec tout le monde, et là en fait. Mais il en peut plus de lui, hein. On sent qu'au bout de 6 mois, il en peut déjà plus de Pat Leonard, où en fait Pat Leonard lui pose une question. La question en soi est pas idiote. Ouais, mais elle est quand même limite, elle est vraiment orientée pour qu'ils disent un truc un peu méchant. Tu te rappelles, la question c'est à partir de quand est-ce qu'on peut dire que en gros un joueur il est sur la sellette parce qu'il a fait trop de la merde. En gros, c'est à peu de choses près, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, mais ta réponse, tu peux l'orienter forcément que de manière négative. Donc c'est des questions de merde en fait. Bah, et la réponse de Dabble, alors déjà on sent que Dabble est agacé, et il lui dit mais en fait par rapport à quoi? Par rapport à une situation, par rapport à une action, par rapport à un match. Et il dit mais en fait ouais, on va faire des erreurs. On est qu'au 3e jour, donc c'était le 3e jour, le 3e entraînement, 3e jour. Il dit mais en fait on est qu'au 3e jour. Donc ta question elle est complètement à côté de la plaque, c'est prématuré. Alors c'est sûr que ce discours-là, il sera beaucoup plus difficile à tenir après le 4e match de pré-saison où tu vois certaines erreurs de la part de titulaires. Mais c'est sûr que là on est dans une nouvelle attaque. Par un coordinateur offensif rookie en quelque sorte, même si il est aidé c'est ça, rookie, mais même s'il est aidé d'un head coach qui était un coordinateur offensif pendant de nombreuses années, donc c'est normal, et ça on le voit depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Moi je me rappelle de nombreux training camps avec Eli Manning sous Kevin Gilbride, où en fait l'attaque avait plutôt tendance à galérer parce que tu rapportes des nouveaux joueurs,
t'intègres de nouveaux concepts, et donc t'as plus d'opportunités de te planter, contrairement à une défense qui elle est plus dans la réaction et donc va potentiellement avoir plus de chances de créer des turnovers. Non, mais complètement. Et puis on l'a vu sur un jeu là où il y a eu une interception de Darnay Holmes où il y a une motion, il y a Saquon Barkley, on voit il lève les bras, il regarde le QB en mode mais qu'est-ce que je dois faire là, et puis il a passé lancé vers lui, elle a intercepté, donc clairement il y a eu manque de communication. Voilà. Bon, tu disais que l'attaque sera beaucoup plus complexe. En fait, peut-être qu'on aura juste une attaque NFL en fait. Et pas une attaque de Division 1 française qui fait des trucs très classiques. Peut-être qu'enfin on aura quelque chose qui t'as besoin en fait que ce soit complexe, sinon c'est trop facile. Si ta formation c'est juste 2 receveurs à gauche, 2 receveurs à droite, vous courez 5 yards, vous vous arrêtez, vous retournez, je vous lance le ballon, ce qui était en gros notre attaque l'année dernière, clairement ça peut pas marcher quoi. Ça me rendait ouf ça de voir qu'à chaque premier jeu du match on faisait toujours pareil, mais c'était incroyable. Bref, clair. Donc bon écoute, moi je trouve que c'est vachement positif. Oui, il y aura des problèmes, oui ça va galérer un peu au début, mais ça va se mettre en place petit à petit. Et j'étais d'ailleurs un tout petit peu étonné, moi à chaque fois je vois je suis les mecs sur Twitter qui décrivent un peu les actions de l'entraînement, et puis au bout de 1h30 ils disent voilà c'est terminé pour aujourd'hui. Tu dis c'est assez ouf, c'est qu'ils s'entraînent pas longtemps quand même les mecs, et en fait bon faut pas oublier que quand même l'après-midi ou le reste de la matinée et puis une bonne partie du reste de la journée les mecs se bouffent des réunions, des vidéos, ils revoient les vidéos de l'entraînement, etc. donc bon c'est pas à ce qui se passe sur le terrain, mais il y a beaucoup de choses à côté. Écoute, on peut parler peut-être oui t'as parlé des drops, ça on l'avait vu, mais c'est pas très étonnant, c'est plus étonnant côté Golladay, ça c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Et puis sur l'attaque, la O-line qui montre des choses intéressantes, mais l'intérieur de la O-line qui apparemment a beaucoup plus de mal, et ça s'est notamment vérifié aujourd'hui avec Big Dex et Leo Williams qui font un bon bordel à l'intérieur, donc c'est pas archi évident. Il leur manque John Feliciano. John Feliciano a été off vendredi. Tout à fait. Et samedi. Et il est encore off, et c'est Shane Lemieux qui pour l'instant joue le rôle de centre, et c'est Izudu qui passe en garde gauche. Et apparemment Lemieux pour le coup en centre ça se passe plutôt bien, donc c'est plutôt les deux gardes qui auraient un peu de mal pour l'instant. Bon, tu veux dire que c'est le mieux que Nick Gates? Pardon, c'était trop facile. Nick Gates qui peut-être d'ailleurs, il pourrait revenir. Hein. Il faut pas le mettre out tout de suite. Il y a peut-être moyen qu'il revienne un jour. En tout cas, voilà, cette O-line qui galère un petit peu, mais qui a quand même réussi à ouvrir des beaux trous, surtout sur l'extérieur pour l'instant, au jeu de course, puisque aujourd'hui c'était très orienté sur la course. Tu le disais, le jeu de passe a plus de mal, et ça s'est vérifié aujourd'hui avec l'entraînement qui s'est fini par 6 passes incomplètes de Daniel Jones, donc ça fait un tout petit peu mal, mais bon, c'était surtout orienté sur la course, c'était prévu, Daboll l'avait annoncé comme ça. Et on a vu des reps intéressantes, notamment avec Thibodeau, qui se retrouve contre nos deux outside tackle, et Andrew Thomas qui a réussi à bien le tenir. Il y a quelques vidéos sympas si vous cherchez un peu sur Twitter d'Andrew Thomas qui lock bien Thibodeau. Par contre Evan Neal a eu un peu plus de mal, mais là aussi c'est un rookie Evan Neal, donc bon c'est pas étonnant. Mais Andrew Thomas qui a l'air très très bien parti sur ce training camp et qui a l'air de revenir au moins aussi fort que la saison dernière, donc ça ce serait une très très bonne nouvelle. Je me fais vraiment pas de soucis sur les extérieurs. Un tackle gauche ouais c'est ça, je pense que c'est ça. Je pense que les extérieurs ça va aller, ce sera un petit peu plus compliqué sur l'intérieur de la ligne. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la défense maintenant? Tu parlais, celui qui a le plus marqué, c'est évidemment Darnay Holmes, qui a fait 4 interceptions à 4 entraînements, peut-être. Ouais, Darnay Holmes qui se bat dans le slot. Comme tu me disais avant l'enregistrement, il doit aussi faire attention parce qu'il a le rookie Cordell Flout qui est juste derrière. Mais Darnay Holmes, si je ne dis pas de bêtises, il en est à sa 3e année avec les Giants. Ah ouais, alors je me suis posé la question une fois, j'ai pas revérifié. Je crois 3e ou 4e 3e ou 4e attends, si en 3e, fait, je pense. 3e. En fait, non, c'est 2019, donc c'est Darnay Holmes. Il a 24 ans. Alors, c'est pas ce qu'on cherchait. Parce que voilà. Il a été drafté en 2020, donc non, 3e. D'accord, ok. Cool. Je sais pas pourquoi ce que je dis 2019. Qui avait été complètement écarté du groupe l'année dernière, et on l'avait quasiment plus vu. En fait, c'est Darnay Holmes. Moi, ce qui m'a surtout marqué sur ses 2 premières saisons chez les Giants, c'est qu'il était toujours capable de faire des très très bons plays de manière ponctuelle, mais il était aussi de manière tout aussi ponctuelle
capable de faire une énorme faute ou d'être trop agressif et de se faire griller. Et là, pour le moment, il nous montre quand même pas mal de constance. J'ai lu que justement Martindale avait mis en place, notamment sur l'entraînement de vendredi, qui devait être un entraînement dédié aux situations de troisième et long, donc troisième et plus de 9 yards. Il a fait des packages avec 6 defensive backs. Donc 2 safety et 4 cornerbacks, c'est quand même pas mal. Et donc en fait, ça met quand même pas mal. On a quand même pas mal besoin des nickelbacks comme Darnell Holmes. Donc il a eu 3 interceptions, il a eu un fumble forcé. Je crois 4 en tout, interceptions. 4 interceptions sur 4 entraînements, j'avais vu. Moi. D'accord, non, j'avais noté 3, mais j'ai dû en louper une. Bon, de toute façon, c'est pas, on fait pas les stats, hein, mais en tout cas, c'est l'un des mecs les plus actifs en défense. Et je crois que aussi, il y a. C'est pas qu'il fallait forcément très actif, mais Xavier McKinney est apparemment le joueur qui a été désigné pour avoir la radio côté défense. Donc il a, vous savez, il a un petit autocollant vert sur son casque. Et ce que je ne savais pas, c'est que McKinney, il a dit aux journalistes, il me dit, mais en fait moi j'ai déjà fait ça à Alabama. J'étais déjà le play caller, donc j'ai l'habitude. Avant c'était quelque chose qui était confié à Blake Martinez. Et donc là maintenant ça passe à un safety. C'est vrai que traditionnellement c'est plutôt un linebacker qui fait le job. Middle linebacker en général. Voilà, parce qu'il est au centre de la défense et il est proche de tout le monde. Parce que là en fait, ce que McKinney disait, il dit voilà, en effet quand on est safety, on doit souvent en fait se retrouver à sprinter au fond du terrain pour se mettre en position et pour repartir dans l'autre sens. Mais bon, c'est bon, je l'ai déjà fait pendant 2 ans. Il a l'air d'avoir, en tout cas, Wink Martindale semble l'avoir pris sous son aile, puisqu'il l'a même mis en contact avec Eric Weddle, le safety qui a été 6 fois Pro Bowler, pour que Eric Weddle discute un peu avec lui de la défense à la Martindale, de ce que ça a impliqué, etc. Et puis voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur ces 2 defensive backs. Les autres, je ne les ai pas tellement remarqués. Non, McKinney qui s'impose comme un des leaders de cette défense, de toute façon, qui a bien montré que c'était un des patrons, qui l'avait montré sur le terrain par son jeu l'année dernière et qui a l'air de s'éclater en tout cas, et lui il a l'air de bien kiffer cette défense et le fait que voilà, il s'impose vraiment, et c'est récompensé par le fait d'appeler les jeux, donc c'est la suite logique. Un autre joueur qui est très vocalement présent et qui donne le ton de cette défense, c'est Jay Edwards, qui a l'air d'avoir un rôle un peu plus important que ce qu'on pensait finalement. Donc ça c'est bien, il en faut des mecs qui s'imposent et qui soient là pour donner le ton, donc c'est cool. Voilà, sur le reste de la défense, il y a eu des bonnes choses, mais globalement, moi ce que j'ai entendu aussi, c'est que de manière générale, l'ensemble des rookies ont fait forte impression. Il y a eu Bellinger qui a joué, qui était effectivement sur la liste des joueurs qui ne pouvaient pas jouer, mais qui est dès le premier entraînement arrivé. Il a joué même avec la première équipe, donc ça c'est quand même intéressant pour un tight end qui est rookie. C'est très possible que ce soit notre tight end 1 assez vite. Ils ont l'air de vraiment l'aimer, les coachs, donc c'est très possible. Tu parlais de Cordell Flott qui est en compétition pour le poste de slot corner, qui a fait des bonnes couvertures, qui a apparemment un football IQ très élevé, qui comprend vite les choses, et ça c'est important, puisque c'est vrai que quand on est corner et qu'il y a plein de choses à voir, qui on doit marquer, où est-ce qu'on doit aller, etc., c'est pas évident quand on est rookie. C'est vrai que si on a une bonne intelligence de jeu, ça va aider forcément, donc ça c'est pas mal. On a Wendell Robinson qui a mis des TD, qui a fait des belles choses, on en a parlé déjà tout à l'heure. Dan Belton qui a fait une interception, le safety, qui malheureusement est arrivé à l'entraînement aujourd'hui avec une écharpe sur le bras là. Donc il a dû se faire une petite blessure, ça c'est dommage. Mais en tout cas qui a l'air aussi intéressant, et de toute façon les safety on en aura besoin puisqu'on va jouer, il y aura des grosses rotations, tu l'as dit, et ça on le sait, et le but c'est de pas avoir la même équipe tout le temps avec les mêmes formations, etc. Il va y avoir des rotations, on a besoin de DB, on a besoin de monde au fond qui est capable de couvrir, on a besoin de monde qui est capable d'être sur l'extérieur aussi, donc ça va être très intéressant. Et puis apparemment aussi Beavers qui a été un linebacker drafté très tard dans cette draft là, qui finalement est très actif, et il a même joué avec l'équipe première aujourd'hui, donc voilà, ça tourne beaucoup, et on l'avait déjà dit dans le dernier podcast je crois, mais les coachs n'hésitent pas à mettre les rookies dans l'équipe première, et ça c'est un très bon signe. Et ce serait quand même très très cool que Joe Shane ait réussi cette première draft et qu'il y ait pas mal de joueurs qui arrivent à contribuer sur cette première année. Ce serait un bon signe pour la suite. Ça, de toute façon, Joe Shane l'avait dit, il dit on va avoir, qui cherchait des joueurs qui pourraient contribuer rapidement. Donc on va pas mal s'appuyer sur les jeunes joueurs. Alors,
c'est pas un rookie, mais un quasi-rookie, c'est le defensive end ou outside linebacker Ellerson Smith qui avait Mhm. été drafté au Quatrième, je crois. quatrième tour l'année dernière, Blessé très longtemps. blessé très longtemps, qui avait pas fait grand-chose, qui apparemment s'est bien fait remarquer. Ouais. Alors, il avait aussi face à lui un tacle remplaçant qui était particulièrement faible, mais ça ne diminue pas pour autant Mm. sa performance. Il a fait du bon travail sur le terrain. Et puis je pense que justement, on va avoir pas mal de rotation au niveau du front seven, puisque comme Martindale emploie une attaque extrêmement agressive qui blitz pas mal, on va avoir besoin en effet de temps en temps de joueurs frais. Donc il est possible qu'on voit Ederson de temps en temps pour quelques snaps, hein. Les principaux seront de toujours là, hein. On a par exemple pas encore beaucoup entendu parler de Kayvon Thibodeau, qui est Mm. notre premier choix de la draft, qui doit être beaucoup attendu. Ça ne veut pas forcément dire que ça se passe mal pour lui ou ni que ça se passe bien. C'est juste qu'en fait, il ne se démarque pas par rapport à d'autres qui sont peut-être un peu moins attendus. Pour le moment, on va dire. Non, et puis c'est pas évident en plus quand tu t'entraînes sur les équipements parce que en fait tu peux pas aller full speed, faut faire Non, gaffe, non, faut faire etc. attention. Apparemment, il a mis un beau move swim aujourd'hui et il a réussi à passer. Il a obligé Daniel Jones à sortir de sa poche. Mm. Il y a alors juste puisque tu parles de ça, ne nous enflammons pas ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai vu là, je regardais les commentaires, il y a un mec qui a posté une vidéo de Andrew Thomas, on l'a dit, qui lock complètement Thibodeau, donc Thibodeau arrive pas du tout à passer. Et dans les commentaires, t'as ah c'était un buzz, je le savais, machin. Mais les mecs, mais ils voient une rep d'un entraînement, le mec est un buzz quoi. Mais calmez-vous, arrêtez. Limite, je me dis le mec il troll en fait, c'est pas possible. Mm. Donc bon, voilà, c'est pas parce que le mec fait une super action sur un jeu de l'entraînement que ça va être un All-Star, et c'est pas parce qu'il se foire sur un jeu de l'entraînement que c'est un bust. On verra ce que ça donne en match. Les matchs n'ont rien à voir avec l'entraînement aussi, donc c'est sur le long terme qu'on va juger et pas sur 3 répétitions, sur un entraînement. Voilà, ça se joue sur beaucoup d'entraînements. Il va y avoir des matchs de pré-saison, il va y avoir plein de choses. Donc voilà, moi je suis pressé en tout cas de voir ce que ça va donner ce premier match. L'équipe 1 devrait pas avoir trop de reps, je pense. Les joueurs un peu blessés ne devraient pas voir le terrain. Je pense qu'un Kadarius Toney va pas beaucoup voir le terrain non plus. Peut-être ce qu'on fera, c'est qu'on attendra que le premier match soit joué pour faire le podcast après ce match-là. Il y aura peut-être des choses intéressantes à dire. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Je me demande même si Au moins sur les remplaçants, sur le. non, mais Tu vois, j'allais dire voir même le deuxième match, histoire d'avoir des trucs à dire. Alors, ce qui est marrant quand même cette fois, c'est à noter, généralement notre troisième match de pré-saison, non, notre dernier match de pré-saison, Mhm. c'est les Patriots. Oui. Sauf que cette année, nous avons que 3 matchs de pré-saison, vu que Oui. nous avons 17 matchs de saison régulière. Et donc, notre premier match sera donc le 11 août contre les Patriots. Ensuite, on a la C'est semaine le premier, c'est le 11 là. Ouais. Un jeudi. un jeudi, tout à fait. On joue pas avant jeudi 11. Bah écoute, Ah non. merde, je pensais que c'était lundi ou mardi. Il faudra que j'attende encore une semaine et demie. Oh là là. Bah le ouf. ouais, bah Quelle merde. t'en profiteras pour prendre des vacances. Ah, je suis déçu. Vas-y, fais-nous le planning là, les autres, c'est quoi? Le dimanche 21 août, alors ce qui est bien, c'est que ils sont tous à 7h du soir. Non, 7h du soir, ça fait tard quand même pour nous, la France. Non, bah oui, c'est 7h Normalement, c'est aux 7h États-Unis. chez nous. Ouais. Donc le deuxième match, c'est le 21 août contre les Bengals, donc En à pleine- 7h en pleine aux nuit. États-Unis. Et par En contre, pleine le nuit match chez nous. des Jets est le 28 août à 1h, 1h de l'après-midi. Alors j'ai dit Ah, voilà, donc là, c'est 19h chez nous. donc 1h de l'après-midi les Jets, 7h de l'après-midi Bengals, 7h de l'après-midi les Patriots. Et ensuite, il y a une semaine sans match, avec que des entraînements. Ouais. Et ensuite, la saison commence. Donc après le dernier match de pré-saison, il n'y a rien. Et après, ça joue. Ça va être vraiment intéressant en fait, parce que déjà moi je trouvais que 4 matchs de pré-saison c'était quand même très très court pour évaluer une équipe. Là 3, ils vont être amenés à devoir faire des choix assez difficiles. Mais c'était déjà le cas l'an dernier. Hein. 3 matchs l'an dernier, Ah t'es ouais, sûr? ouais, bien sûr. Ah ouais, complètement. D'accord. Bah, Attends, on a eu 17 matchs l'an dernier, de toute façon. Déjà.
Ah ouais, je me rappelais pas de Je ça. suis quasiment persuadé qu'on a joué que 3 matchs l'an dernier déjà. Non, tout à fait. Mais Non, bon, mais t'as là raison. c'est vrai qu'on arrive avec un nouveau coach machin, donc forcément ça donne un peu moins de temps pour jauger tout le monde. Après, tu jauges beaucoup aussi sur les entraînements et puis rien ne t'empêche de faire une rotation, mais c'est vrai que c'est surtout sur la profondeur de banc où tes titulaires tu les connais en général à peu de choses près. C'est surtout sur les remplaçants qu'il va falloir jauger et c'est surtout pour eux que c'est très important ces matchs de pré-saison parce que c'est souvent le fond du banc qui se bat pour récupérer une place dans le roster. Donc, voilà. Exactement. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. On n'a pas parlé du Patreon, donc juste je le rappelle rapidement, mais on en reparlera plus en détail dans le prochain podcast, je pense. Patreon.com/onlyagiantpodcast. Vous pouvez soutenir le podcast pour nous aider à nous développer et nous soutenir. Voilà, on en reparlera un peu plus longuement la prochaine fois. Et puis voilà, est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais rajouter ou est-ce qu'on a Je fait le pense tour, qu'on a un Thiago peu oublié la news, alors qui ne concerne pas les Giants directement, enfin si, mais une news importante. Ça m'étonne qu'on n'en ait pas parlé en début de podcast, mais j'ai pas voulu trop. Attends, il y a plein de trucs qu'on pourrait. Ah, le match à Londres. Le match à Londres. Nous le avons match à nos Londres. places pour le match à Londres. C'est vrai. On était en stress total, Plax et moi. On a réussi à les avoir. On était comme des oufs à faire F5 là sur le truc. Une fois qu'on Ouais, était dans c'est la clair. queue, on bougeait plus. Et donc ouais, on sera là le 9 octobre pour voir les Giants. Bon, moi je vous ai déjà dit que je suis carrément motivé, et puis je pense que toi aussi, pour qu'on essaie de se retrouver en Carrément. tant que fan, Ouais. au moins fan des Giants, et puis même s'il y a des fans des Packers qui passent par là, on sera bien content de se retrouver autour Hors de d'une bière question, c'est mort. Non, pour non. ce champ. Non, ça Bah, aurait moi je été serais pas là, moi j'irais faire autre chose. ça aurait été les Eagles, j'aurais compris. Mais là, Oui, les bien sûr. Cheeseheads, non, mais ça va être génial. Ça va être génial. Non, ça va être cool. Donc oui, on va essayer de se donner rendez-vous. De toute façon, je pense que le rendez-vous va être donné officiellement par les Giants tout court, parce qu'il y a un bar qui sera nommé comme étant le bar des Giants, donc on ira là-bas évidemment. Et puis on essaiera de se retrouver entre nous. Donc je sais pas quel ce sera très simple on se donnera. ce sera très simple de nous reconnaître. On aura des maillots des Giants. Ouais, donc on sera les deux seuls du bar Voilà. des Giants, donc vous pourrez nous retrouver facilement. Non mais on vous dira quel maillot on a, parce que vous connaissez peut-être pas forcément nos têtes, d'ailleurs il y a très peu de chances que vous les connaissiez, donc on se retrouvera, on fera un truc. Vous pourrez nous DM sur Twitter, je répondrai, on essaiera de se retrouver là-bas, donc les quelques personnes qui y seront et qui voudront venir boire une bière avec nous, ce sera très très cool, on fera ça. Et puis on a une question qui vous a été posée tout à l'heure, j'essaierai de ramener, j'ai une petite caméra là qui est pas mal, la DJI, qui me permet de filmer un peu. J'essaierai de faire un petit reportage, avoir quelques images de comment s'est passé notre week-end sur, bon pas tout, mais au moins sur la partie Giants, les avant-matchs, le bar, pendant le match, comment ça se passe, etc. Donc il y a moyen de faire un petit truc sympa pour alimenter le YouTube et puis vous partager ça pour ceux qui malheureusement n'auraient pas pu venir. On va se faire un vlog. Oh là là, qu'est-ce qu'on se modernise. Exactement, c'est le bon terme, un vlog. Voilà, ça va être sympa. Bon voilà, écoute, merci beaucoup Thiergo. Avec plaisir. Tu été présent pendant ce mois d'août. Malgré la chaleur et voilà, pour parler football is back et ça fait bien plaisir. Thiergo, juste pour le rappel, on te retrouve sur Twitter @THIERGOW. C'est bien ça. Et puis comme d'habitude sur la page Giants, NY Giants FR. Merci à tous, à la semaine prochaine. Salut Thiergo, ciao. Salut.